Bonjour et bienvenue à un autre épisode de pèlerinage de notre voisinage. Nous sommes présentement au carrefour de Saint-Pascal-de-Bellon pour continuer notre pèlerinage dans cette magnifique région. Alors suivez-moi alors que nous allons visiter quelques endroits ici dans cette région. Lionel Boileau achète un terrain à Saint-Pascal-de-Bellon et une maison située dans Rockland S. Monsieur Boileau était un barbier et avait l'intention de continuer sa profession en plus de commencer son commerce. Après l'achat, Lionel Boileau ainsi que son frère Joseph Carrière ont désassemblé la maison morceau par morceau afin de réparer et de rénover quelques dommages faits aux murs. Assemblée, elle devient la résidence de Lionel, un restaurant, une épicerie, une salle de billard et un salon de barbier, disponible aux résidents de Saint-Pascal-de-Bellon. Le coin Boileau était un lieu important de rencontre avec les gens. En effet, particulièrement pendant la guerre, les gens sentaient le besoin de se rencontrer, de s'assembler et surtout peut-être d'échanger afin de trouver des emplois. En 1955, le commerce a été vendu à Fernand Léger et son épouse Liliane Viau. En 1960, le commerce a été revendu ensuite à Noël et Annette Viau. Avec ces derniers propriétaires, le commerce est demeuré un lieu de rencontre avec l'introduction d'un jukebox et d'une machine à boules. Nous sommes maintenant au second endroit de ce pèlerinage ici à Saint-Pascal-de-Bellon. Nous sommes au 1503 chemin du Lac, où se situe la maison Duquette. Elle a une histoire tout particulière. Joseph Duquette et Apolline Beauchamp sont venus ici s'établir dans la région de Saint-Pascal-de-Bellon avec leurs 9 enfants. Le 14 mai 1903, Napoléon Duquette, fils de Joseph et Apolline, et son épouse Clara Guindon achètent une terre de 50 acres à Saint-Pascal-de-Bellon. Étant menuisier, Napoléon construit une belle maison en 1915, encore intacte aujourd'hui. En 1945, le couple vend leur terre à leur fille Germaine et son époux Lucien Lavictoire. Fait inusité, en 1977, une tornade détruit tous les bâtiments de la ferme, mais garde intacte la maison Duquette. Par la suite, une partie de la ferme est reboisée par des pins et un lac est ensuite creusé. En 2017, Gilles Lavictoire, descendant de 4e génération, ainsi que sa conjointe Sylvie Langevin, y demeurent. L'aspect de la maison est toujours intact. Mais d'abord, avant le village, il y avait des résidents éparpillés un peu, je veux dire, sur les terres. Et ces gens-là allaient pratiquer leur religion, comme on disait dans le temps. Certains allaient à Corrin, parce qu'ils étaient plus près de Corrin. D'autres allaient à Bourgette, parce qu'ils étaient plus près. Puis ceux plus près de Clarence Creek allaient à Sainte-Félicité de Clarence Creek. Il faut penser que dans ces années-là, même avant 1900, puis 1900, c'était pas en auto, c'était en voiture. Alors, c'était assez loin, surtout l'hiver. Alors, les gens se sont parlé, se sont rencontrés, puis ils se disaient pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une paroisse à nous, une paroisse où on serait plus près de l'Église, puis
Alors, c'est comme ça, à force d'en parler, puis ils ont demandé à l'évêque une rencontre, puis une suggestion comme ça. Et c'est comme ça que l'évêque du temps a accepté de bâtir une nouvelle paroisse. Et bien, comme les gens aimaient aussi, surtout ceux qui n'étaient pas cultivateurs, aimaient s'installer autour de l'école et autour de l'église. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont bâtis graduellement autour de l'église et que ça a formé un petit village. Parce que ce qu'on nous a raconté, moi, depuis que je suis petite fille, dans les débuts, quand la paroisse s'est fondée, qu'il y avait une grande dévotion pour Saint Pascal Bellon. Le petit Pascal Bellon, enfant de Martin Bellon, c'était un berger qui gardait ses moutons, comme si on connaît l'histoire de Saint Pascal Bellon, fils de cultivateur. Puis les gens trouvaient qu'ils pouvaient s'identifier à Pascal Bellon. Quand on regarde les gens, le premier comité, les premiers marguilliers qui ont rencontré l'évêque pour bâtir la paroisse, c'était un monsieur Richer, monsieur, je pense que c'est Frédéric Richer, ou monsieur Wilfrid Ouellette et monsieur Émirie Lalonde. Alors, c'était des gens, voyez-vous, monsieur Émirie Lalonde, il restait... Parce qu'on nommait, il faut dire qu'à l'intérieur de Saint-Pascal, il y avait des noms de coins, hein? Comme Orient, à l'autre du côté nord, et c'était un monsieur Lalonde, Émirie Lalonde. Eux, il y avait une épicerie du coin là-bas, là. Alors ça, c'était un marguillier. Monsieur Wilfrid Ouellette, lui, était près de l'église ici, là. Et monsieur Frédéric Richer, bien, un petit peu plus loin. Alors, ça représentait un peu chaque bout de la paroisse. C'était les marguilliers, au moment de la fondation. Alors, les familles pionnières, bien, il y en a eu, après ça, plusieurs. Moi, ce qui me tient au cœur, c'est que ma mère m'a toujours raconté que la journée que le premier curé, le curé fondateur, le curé Barrette, est arrivé, ses parents, avec la famille, déménageaient en même temps. Ils suivaient le prêtre en voiture. Ils appelaient ça un express, avec des chevaux, puis leur ménage, puis tout ça. Alors, ils suivaient le prêtre. Alors, mon grand-père disait à son épouse, parce que nous, on va être chanceux. On arrive en même temps que le curé. Ça, c'était mon grand-père François Montreuil. Et il y a eu beaucoup de familles Lalonde, des familles, c'est ça, des familles Ouellette, des familles Montreuil, des familles Chartrand, Villot, Guindon, plusieurs familles Guindon. Quand ils ont parlé de construire une église, les gens voulaient l'avoir chacun près de leur maison, près de leur endroit. Puis, les gens, on parle du chemin Rollin maintenant, mais ils appelaient ça la côte, là, le chemin Rollin, parce que c'était plus élevé. Eux voulaient l'avoir là parce qu'ils disaient que c'était plus haut, tandis qu'ici, c'était plus bas. Et puis, l'eau du lac montait, hein, le printemps. L'eau venait presque, bien, pas jusqu'à l'église, mais ça venait en arrière, là. Puis, ils disaient, bien, c'est pas bon, que c'est trop bas. Mais le monsieur Lalonde, qui demeurait juste à côté de l'église, qui n'était pas encore construite, mais qui dit, bon, ben, moi, là, je vais régler ça, cette affaire-là. Je vais donner mon terrain, une partie du terrain pour la construction de l'église. Alors, ça l'a réglé l'affaire. Il n'y avait pas besoin de payer le terrain. Le temps, bien, elle a brûlé le dimanche matin, le 20 juin 1943. Le curé du temps, le Georges-Antoine Séguin, a dit à ses paroissiens, on va se retrousser les manches et on va rebâtir. Et à Noël, le 24 décembre au soir, la messe de minuit était célébrée dans la nouvelle église. Et je me souviens encore, j'étais toute petite, mais les bancs étaient fraîchement vernis, puis notre linge collait un petit peu.
La vieille église, juste l'année avant le feu, le feu est en 43. Alors en 42, il avait fait un grand ménage. Un beau nettoyage, la peinture. Et puis c'est là qu'il avait acheté le chemin de croix qu'on voit là. Il avait été renouvelé. C'est le chemin de croix de 1942. Alors si on parle du feu, c'était lors d'un orage, hein? Un dimanche matin, un gros orage, tonnerre, éclair, et puis comme dans ce temps-là, on avait les téléphones ruraux, hein? 14 à la même ligne, là. Quand le téléphone sonne à 4-5 heures du matin, il y a 14 familles qui sont au courant, là. Alors, je me lève, moi, parce que ma chambre était proche de... Je me lève et je cours au téléphone. On entend « Le feu est pris à l'église, le feu est pris à l'église, vite, le feu est pris à l'église. » Alors, le feu est pris à l'église. Mon père se lève, puis il y avait un gros camion parce qu'il était commerçant d'animaux. Il dit « Inquiétez-vous pas, les filles, là, papa s'en va, mais en tout cas, il part. » Puis quelques minutes après, oh là, moi j'avais une sœur, puis ma mère, on était debout. On voyait par la fenêtre de notre maison la lueur rouge. Oh! Là, c'était vrai, là, le feu était pris. Alors ma mère a dit, « Allez pas là, les petites, là. Attendez-moi, on va y aller ensemble. » On met nos petites bottes à l'eau, puis on part sur le trottoir. On voyait la flamme. On est venu s'installer en avant de l'église, dans le champ, avec notre maman. Là, les hommes, là, ça sortait les affaires, les bancs, les chemins de croix, un à un, les vêtements. Puis, mais le feu, là, c'était un gros feu, ça, une église. Là. Puis le presbytère à la même place, là. Les vitres craquaient, les vitres du presbytère pétillaient. Puis le bon curé se promenait, puis disait, « Inquiétez-vous pas, le presbytère, il brûlera pas. » Il n'a pas brûlé. Mais en tout cas, quand le clocher a tombé, là, le fracas, vous pouvez imaginer, hein, le fracas. On pleurait, nous autres, on pleurait. Là, ça, c'est le matin très tôt, là. Bien, avec le temps, il est 6-7 heures, il fait clair de bonne heure au mois de juin. Mais là, jusque la messe était à 10 heures dans ce temps-là. Alors, les paroissiens de la campagne qui n'avaient pas le téléphone, eux autres ne le savaient pas. Bien, l'autel est tourné pour que le prêtre soit face au peuple. Il n'a plus le dos au peuple. Le confessionnal, c'est plus des petites boîtes comme c'était dans l'ancien temps. C'est pour avoir le sacrement de réconciliation, on entre tout simplement dans le bureau du prêtre et on s'agenouille ou on s'assoit, puis on se confesse à lui. À part de ça, le dernier changement ici, ça a été fait en 1998. Le changement complet là, de le plafond, cette lisière qui n'est pas droite, mais c'est pensé. C'est pour aller avec toutes les pentes des soliveaux au plafond, là. Puis les bois francs, tout ça. Ça a été refait, le chœur, ça a été refait en 1998, là. Je sais que c'est l'église, c'est sur la même fondation, que la cloche, elle a été achetée à Montréal, puis qu'elle n'a pas été installée tout de suite, là, après le feu. Elle est restée sur le perron de l'église 43-44, quelques années là, avant, parce que ça prenait un clocher, puis ça prenait des sous. Puis, en tout cas, la cloche, il y a eu l'achat, premièrement. Après ça, il y a eu la bénédiction, parce qu'une cloche, c'est toute gravée avec le nom du prêtre actuel, du Monseigneur, des marguilliers dans le temps. Puis les marguilliers, ça, je me souviens, c'était M. Cyprien Séguin,
Monsieur Noël Viault, Monsieur Norbert Garot. Ça, c'était les 3 mariés du temps. Leur nom est sur la cloche. Et il y a le nom du parrain et de la marraine de la cloche. C'était Monsieur et Madame Noël Viault, son épouse, Madame Annette Viault. Et puis il y a les notes de le son de la cloche, là. Bien, ça, c'est ça. C'était après Vatican II, le laïc engagé dans l'Église et l'implication de la femme, où la femme a été acceptée dans le cœur, puis a été acceptée à devenir ministre de communion, ministre de lecture. Et tous les laïcs ont été, à ce moment-là, acceptés et surtout les hommes étaient... Avant ça, les hommes aidaient le prêtre souvent, mais la femme, elle priait dans son banc, hein, tandis qu'après le concile... Oh, ça, l'histoire, elle peut être longue, parce que j'ai pas connu les premiers prêtres, parce que ça fait, je pense, il devrait en avoir eu 17, 18, là, à peu près, là. Je peux me tromper un peu, mais environ 18 prêtres qui ont passé jusqu'à maintenant. Mais je peux dire que chacun a apporté sa richesse personnelle, sa créativité, son talent dominant, parce que chacun, hein, on a une force. Mais moi, personnellement, j'ai pas connu beaucoup le curé qui m'a baptisée. C'était Amand Rollin. Le curé qui j'ai fait ma première communion, c'était le curé qui était présent lors du feu, le curé Séguin, Antoine Séguin. Ça, j'étais jeune enfant. Ensuite, un qui... on les oublie pas, personne, là, mais Jean Berthiaume. J'étais jeune fille et Jean Berthiaume, c'est un prêtre joyeux qui se promenait avec sa petite Volkswagen, puis le toit ouvert, puis il se promenait, puis des signes à tout le monde, puis dans les rencontres, il dansait, puis il faisait des chorégraphies, il jonglait, puis il chantait toujours sa chanson Je suis l'accordaire, je ne bois que de l'eau. Il était très fort pour le mouvement l'accordaire. En tout cas, ça en était un très spécial aussi. Il y a eu le curé Aymar, que lui, c'était un bâtisseur. Et c'est lui qui a apporté l'eau, la première aqueduc de Saint-Pascal. Les sœurs, le couvent, c'est allé chercher... les Sœurs de la Charité, les Sœurs Grises de la Croix dans ce temps-là, puis qui ont bâti un couvent, ça c'était en 1949. Mais chacun, le curé Larocque, lui, c'était un amoureux de la Vierge. Il l'appelait le curé aux statues. Il y avait des statues partout. Il y en avait une en avant de l'église, il y avait le pont des Chapelets, il y avait, lui, la Sainte Vierge... il a dû en avoir une grosse statue dans sa chambre à coucher. Plusieurs prêtres. Je veux pas... L'abbé Jean-Louis Gosselin qui est arrivé. Vois-tu, ça, je parle à mon nom personnel, là. Il arrive le vendredi soir et le lendemain matin, il baptise notre 4e bébé, notre petite fille. Il disait toujours, ça c'est ma petite que j'ai baptisée le premier jour que j'étais à Saint-Pascal. Puis il aimait beaucoup les jeunes. Il avait ouvert le sous-sol pour que les jeunes puissent se rencontrer le samedi soir. Ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin. Ils pouvaient rester dans leur place puis s'amuser. Jean-Louis Gosselin, Luc Ricard qui était... tellement vivant, jovial. Mon Dieu, chacun apportait sa richesse. Le curé Roger Séguin, lui, il disait toujours
quand les gens avaient une peine ou une inquiétude, il disait « priez, priez ». Avec la prière, je peux vous aider à prier. C'est comme chacun avait sa note spéciale. Jean-François Morin, lui, nous disait toujours « le meilleur reste à venir ». Jésus nous aime d'un amour plus grand que le nôtre. Tu sais, des souvenirs, chacun a laissé sa marque. Absolument. Plus après, là, François Kibunji, avec la parole de Dieu, je pense qu'il a assez tout par cœur. Il a été bâti 1 an ou 2 après la construction de la première église. Avant qu'il y ait une paroisse, il était inhumé le plus près où il demeurait. S'il était pratiquant à Clarence Creek, il était enterré à Clarence. D'autres étaient à Curran, dépendant où ils demeuraient. T'sais. Pour moi, dès qu'il y a eu un premier décès, là, ils ont dit... c'est le temps. C'est le temps. C'est en 1949 que les Sœurs Grises de la Croix, qui sont maintenant les Sœurs de la Charité, ont accepté de venir bâtir un couvent à Saint-Pascal. Ça, c'était pendant l'été de 1949. Et quand l'école commence, en septembre, le couvent n'est pas fini de construire, il n'est pas prêt à loger les religieuses. Alors, c'est chez mes parents qui viennent demeurer. Les 2 fondatrices, Sœur Saint-Hector et Sœur Loyola. Alors, ils demeurent chez nous, ils ont leur chambre et ils enseignent à l'école, mais sont pensionnaires chez nous jusqu'aux vacances de Noël. Et aux vacances de Noël, ils déménagent dans leur couvent. Puis là, bien, la cuisinière vient les trouver, Sœur Marie Ducap, dans le temps, c'est une Gabrielle Surprenant. Il faut dire que Gabrielle Surprenant et Sœur Lauriette Adam, qui était Sœur Loyola, vivent encore. J'ai justement visité Sœur Lauriette Adam dimanche passé. Elle a 94 ans. Elle a des beaux souvenirs de Saint-Pascal. Et concernant ces religieuses-là, ils décident d'offrir la 9e et la 10e année aux enfants de Saint-Pascal au lieu d'aller au secondaire ou dans les pensionnats. Alors, ils ont une classe dans leur couvent. Au 2e étage, une classe pour la 9e et 10e année. Et ils ont eu cette classe-là tout le temps qu'ils ont demeuré à Saint-Pascal, jusqu'en pendant 20 ans. Ils sont partis en 69. Bien, il y avait, au début, l'école du village avait 2 classes. On appelait le petit côté et le grand côté. Alors, il y avait 2 religieuses là. Ensuite, bien, il y avait la religieuse pour la 9e et 10e année, qui faisait 3, plus la cuisinière. Bien, chaque mois de septembre, il y a la visite du cimetière, aller visiter les tombes de nos défunts. Et moi, bien, je m'en vais sur la tombe de mes parents, de mes grands-parents. Mes 2 grands-parents sont là avec leur tombe, leur monument, les Montreuil, les Garreau. Et j'en ai plein, des oncles, des tantes, mon parrain, ma marraine, les Ouellettes. Nous sommes maintenant rendus à notre dernier endroit, ici de notre pèlerinage dans les régions de Saint-Pascal de Bellon. Nous sommes au 2646 chemin du Lac, où se situe la ferme Richer. Elle a un passé tout particulier. En 1861, M. Michel Richer obtient de la couronne un lot de terrain quand même assez grand. Il y avait plus de 100 acres de terrain. Avec ses fils et grâce à une labeur acharnée, ils ont défriché tout ce terrain afin d'y établir une ferme. En 1901,
M. Frédéric Richer ainsi que son épouse Rosanna Labrèche héritent de la ferme familiale. Cette ferme était principalement constituée de bois rond. Toutefois, elle était trop petite et trop étroite. Ainsi s'en fut une construction qui dura plusieurs années. La construction se termina en 1927. La ferme demeura ainsi. Elle sera léguée par contre à son fils Eddie Richer en 1939. La ferme Richer demeurera dans la famille jusqu'en 1959, alors que M. Léo Chartrand prendra possession de cet établissement. Et c'est donc en 1964 que M. Chartrand cédera sa propriété à son fils ainsi qu'à sa femme, Madame Masse. Depuis ce temps, la ferme a évolué. Ils ont fait des rénovations et ils ont même ajouté 3 silos pour arriver à subvenir à leurs besoins. Et depuis ce temps, la ferme Richer a gardé une grande partie de son aspect historique, patrimonial, comme nous l'avons connu dans le temps. Et voilà, nous avons terminé ce pèlerinage dans la merveilleuse région de Saint-Pascal-de-Bellon et de Clarence Creek. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le patrimoine et sur les gens qui ont façonné ces merveilleux villages. Dans ce segment d'émission, nous avons visité le magasin du coin, la ferme Richer et la maison de Napoléon Duquette. J'espère que vous en avez appris davantage et j'espère que vous allez continuer alors que je m'embarque dans une nouvelle émission prochainement de pèlerinage de notre voisinage. J'espère vous y voir prochainement.